Et on est de retour pour le 5e atelier. Je suis trop contente de vous avoir tous les deux sur le plateau. Carrément. J'espère que ça vous a plu, l'atelier juste avant. On continue. Ouais, je vois toujours des sourires. C'est bon, vous êtes toujours là. Vous êtes super. motivés pour le 5e. Exactement. J'espère que derrière vos écrans, c'est pareil. Le 5e atelier, c'est l'art d'échouer. Et oui, puisque c'est un art d'échouer que Pauline connaît très bien, puisque Pauline, elle est à la base journaliste. Ouais. Elle est podcasteuse sur son podcast qui s'appelle La Leçon. D'ailleurs. Le podcast sur l'art d'échouer, littéralement. Voilà, le podcast sur l'art d'échouer, littéralement, où j'ai eu la chance d'être interviewée. J'avais passé un super moment avec toi. Et surtout, elle est auteure du livre Fiasco, l'art de rebondir après l'échec. Donc l'échec, c'est un sujet que tu maîtrises plutôt pas mal. On va pouvoir en parler. Master 2, bid, fail, ça devrait bien se passer. Voilà, si vous avez besoin de conseils sur l'échec, c'est Pauline. Et on accueille également Fatih Beni, qui est cofondateur et PDG des Petits Bérets. Si vous ne connaissez pas les Petits Bérets, c'est un processus de fabrication de vin sans alcool et à faible teneur en sucre. On parlait tout à l'heure d'indice glycémique. Exactement. C'est super intéressant et il a eu un parcours semé d'embûches, on va se le dire comme ça. Doctorat en fail. Vous avez les experts du fail devant vous. Après les experts à Miami, les experts à Kanto. Exactement. En fail. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, le fail, est-ce que, Pauline, tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es lancée en fait, dans ce podcast de l'art d'échouer ? C'est une vraie question. Alors, tu le disais, j'étais journaliste chez Cosmopolitan et j'interviewais des entrepreneurs sur leur succès, leurs plus grands moments dans leur carrière, comment est-ce qu'elles ont commencé, etc., etc. Et puis, cette question de leur plus bel échec est arrivée. Et en fait, je me suis dit que c'était tellement plus intéressant et plus nuancé d'apprendre à découvrir une personnalité qu'on admire sous une autre facette, celle de la résilience, celle du rebond, et de découvrir aussi toutes les ressources qu'elles ont dû mettre en place sur leur propre échec. Et quand j'ai lancé mon podcast, évidemment, j'écoutais déjà Génération Do It Yourself et j'étais là, waouh, c'est trop stylé et tout. Et comment est-ce que moi, je peux apporter peut-être ma petite pierre à l'édifice ? Et c'était sur ce sujet précis. Voilà. En effet. Et Fatih, comment tu as lancé les Petits Bérets ? Pourquoi ? C'était en quelle année ? C'était en 2015, enfin, création en 2016. Donc Petit Béret, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un garçon qui ne boit pas du tout d'alcool, qui a grandi avec du Selecto et du Coca et du Fanta, et qui un jour a décidé de devenir le premier vigneron sans alcool au monde. Et en fait, j'avais 2 rêves, tout simplement. Déjà, de pouvoir accompagner un plat avec autre chose que du Coca. Du coup, la première ambition, c'était un peu de révolutionner la gastronomie, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ne boivent pas ici, mais le fait de te retrouver à table avec un verre d'eau ou un verre de Perrier, c'est hyper frustrant. Donc l'idée, c'était de permettre d'ouvrir à tout le monde cet aspect d'accord aimé. Donc on a créé les accords aimés sans alcool avec des chefs étoilés. Et le deuxième rêve qu'on avait, c'était de créer le premier domaine sans alcool, et on a créé le premier château sans alcool au monde, où on fait en fait des vins sans alcool, on brasse, on est les premiers micro-brasseurs sans alcool, et on va faire de la distillerie sans alcool. Et l'idée, c'est de permettre à tout le monde de découvrir à la fois les vignobles, et surtout le patrimoine français. Voilà. C'est génial. Et alors, est-ce qu'on peut enchaîner sur cet échec ? Que s'est-il passé ? Je pense que j'ai vécu un des échecs les plus, on peut dire hardcore, on peut dire comme ça. Donc en fait, je vous remets dans le contexte, je suis en pleine levée de fonds. Nous, on est une entreprise de l'agro, donc on a besoin de lever des fonds pour consolider nos fonds propres. Et en fait, on est en fin de discussion avec des fonds d'investissement. Donc moi, la partie financière, c'est vraiment pas mon truc. Je suis pas à l'aise avec ça. Mais on y est arrivé, donc du coup, c'était plutôt cool. Et ensuite, on s'est fait alpaguer par un fonds. Je peux pas dire qui c'est. Et en fait, on est passé en l'espace de 24 heures d'une valo de 106 millions à la cessation de paiement. Donc ça fait hyper mal de se dire qu'en fait, on était en pleine hypercroissance. La société en question est venue nous voir pour nous proposer de faire un projet en commun. En fait, on a accepté cette notion d'exclusivité avec eux et on s'est retrouvés en fin décembre, c'est-à-dire le 6 décembre avant la clôture fiscale, avec finalement une date qui était figée au 6 décembre pour finalement clôturer la notion de levée de fonds. Et ces gens-là se sont retirés en 24 heures. Donc, du moment où j'allais récupérer mon costume au pressing pour aller signer le lendemain, et bien on s'est retrouvés avec plus rien. Donc ça, c'était un peu difficile à vivre. Et du coup, d'un modèle d'hypercroissance de start-up agro, on est passé à un modèle de complexité, de consolidation. Voilà.
Pauline, c'est des choses que tu as déjà vues, ce type d'échec? J'ai entendu plusieurs entrepreneurs raconter ce même mécanisme et j'imagine pas le choc qu'on a, le temps de digestion aussi de cette énorme déception et puis l'injustice aussi, parce que là, en l'occurrence, c'est pas de ton propre fait. C'est pas de notre propre fait, mais d'une certaine manière, c'est une leçon que tu tires aussi dans ta manière d'entreprendre. En fait, effectivement, c'est hyper compliqué parce que tu passes d'un modèle d'hypercroissance dans une roue d'accélération de croissance. Juste pour vous donner 2-3 chiffres, nous, on est passé de 0. En France, personne ne voulait de nous parce qu'on était un peu les has-been. Et en France, vendre du vin sans alcool, t'es pas forcément invité sur une table de resto. Ça m'intéresse, j'ai envie de le voir. Moi aussi. Ben, ça tombe bien, vous allez pouvoir les goûter. Et en fait, on est passé d'un modèle à l'export, on a explosé. On a ouvert 41 pays dans le monde, que ce soit les Émirats, que ce soit l'Asie, que ce soit les États-Unis. Donc on a été un modèle d'hypercroissance hyper fort. Je vous rappelle juste pour le contexte, moi je quitte mon job chez Kraft, j'investis toutes mes économies, j'hypothèque la maison. On fait de la R&D pendant 4 ans, donc je ne sais pas si tu imagines faire de la R&D, rien avoir à vendre, t'es qu'en cash burn pendant 4 ans. Et puis le jour où tu as quelque chose à vendre, eh ben, tu te mets avec une courbe d'accélération où tu dois financer ta croissance. Et ce qui était hyper difficile pour nous, c'est qu'on finançait que du BFR et on n'avait pas les moyens de consolider notre marque en l'absolu. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, on va essayer de financer cette croissance à l'international via cette levée de fonds et du coup, enfin investir sur la marque. Patatrac, ça s'est pas fait. Et ça a été un drame à la fois pour les équipes parce que les équipes vivent ces moments de transformation de levée de fonds. Donc, ils voient tout ce projet de croissance arriver et du jour au lendemain, ça fait une sorte de crise. Donc, on parle souvent de changement d'échelle. Typiquement, adapter son changement d'échelle à ces événements-là, c'est hyper complexe. Et donc, du coup, les salariés, il faut aussi les accompagner dans ces changements d'échelle. Et après, ce qui est hyper difficile aussi, c'est de se dire que tu passes d'un modèle d'hypercroissance à un modèle de consolidation. Et ça, en 15 jours, sans compter que tu dois essayer de trouver. Donc voilà, donc c'était finalement une bonne leçon pour nous parce que la leçon que je tire de tout ça, c'est que peut-être que dans nos modèles, l'hypercroissance, c'est peut-être pas la clé. Et où la preuve en est, 1 an après, on est encore là, avec plein de projets, plein de beaux projets. Et surtout, ça me tire moi une leçon à moi humaine, qui est de se dire qu'à un moment, tu es dans une roue aussi, que tu perds le contrôle. Et quand tu es dirigeant d'entreprise, tu dois avoir le contrôle de ça. Donc c'est aussi la deuxième leçon que je tire. Et comment tu as fait pour rebondir ? En fait, ce qui c'est assez particulier, je vous parle un peu de ma vie privée, mais c'est pas grave. La même semaine, j'ai mon fils qui me fait un truc un peu bizarre, c'était un peu compliqué. Et du coup, en fait, ce gros choc de perdre 100 millions, c'est un truc un peu fou que je dis, mais c'est une réalité. En fait, il était juste pas important parce que mon fils avait des problèmes de santé. Et donc, du coup, ma famille m'a beaucoup aidé à ça. Et après, le deuxième élément, c'est qu'en fait, tu es tellement dans l'action pour sauver ta boîte et sauver tes salariés qu'à un moment, tu es dans une démarche de dire, fuck, quoi. Et on n'a pas le moment, t'as pas le moment, donc tu es dans une sorte de momentum un peu négatif, mais ce momentum qui t'amène à faire des choses et essayer de trouver des solutions. Et ensuite, tu as la chance aussi d'être entouré de gens qui sont bienveillants, des actionnaires, des gens qui croient en toi, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui croient en toi que de gens qui ne croient pas en toi. Et donc, du coup, tu t'appuies sur ces gens-là, et c'est avec ces gens-là que tu reconstruis, donc ton cycle, il repart. Ouais, c'est un état d'esprit tellement optimiste quand on t'écoute, et je trouve ça génial. Et j'imagine que c'est pour ça, Pauline, aussi, que tu as lancé ce podcast. Dans quel état d'esprit sont les personnes que tu interviews, qui ont vécu un échec ? Qu'est-ce qu'on en tire, en fait ? C'est quoi la leçon ? Alors, je crois, c'est compliqué évidemment de faire des généralités, mais je crois qu'on t'entend aussi. Un échec, c'est vraiment là pour te prouver à quel point tu es fort et résilient. Et s'il y a vraiment un truc à en tirer, c'est la puissance insoupçonnée qu'on a tous en nous face à un événement comme ça. Parce qu'évidemment, j'imagine que passer le choc, la grosse déception, la colère, en fait, elle est saine et elle te pousse à te dépasser, à tout casser, quoi. À tout casser et non pas à te venger, mais plutôt à utiliser cette colère justement pour déplacer des montagnes et aller beaucoup plus loin. Et c'est assez intéressant parce que, tu le dis aussi, ça t'oblige à prendre le temps aussi de réfléchir à ton modèle. Est-ce que ça me convient personnellement ? Est-ce que je m'épanouis toujours autant ? Est-ce que c'était ma vision au départ ? Parce que quand ça marche bien, je suis sûre que tu es confronté à ça. Il y a ce truc de OK, toujours plus, et on te dit mais c'est super, donc tu te dis OK, bon, tu continues. Et là, tu n'as pas d'autre choix que d'être face à toi-même et de prendre le temps de te dire déjà pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Et est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Pas toujours en fait. Et c'est vachement intéressant d'utiliser ce moment-là
évidemment, passer les moments de pleurs et tout, on est humain. Hein. Moi, je supporte pas le côté hyper, vous savez, il faut être toujours positif et tout. Non, moi, je râle. J'ai besoin de ça. Mais 24 heures. Et passer ça, je repars au combat, quoi. Mais je pense que c'est ce que tu as fait, toi. Il y a un truc aussi qui est hyper intéressant dans la notion d'échec, c'est que je ne sais pas si tout le monde doit le vivre, quand tu es dans des périodes un peu complexes, typiquement une levée de fonds, tu es dans une roue, quoi. Tu rentres, tu passes des audits, tu es en due deal, enfin le truc. Et en plus, les mecs qui viennent t'auditer, généralement, c'est des gros boîtes. Toi, tu es tout petit, tu dis, ok, d'accord. Tu as mis une cravate. Autant d'avocats, ouais, c'est ça, le truc que tu n'as jamais mis de ta vie. Et en fait, tu es dans une roue, tu bosses tellement, et tu le vois, tu parles juridique, tu parles prod, tu parles R&D, tu parles commerce. Il ne faut pas que tu oublies qu'il faut que tu fasses ton top line, ta croissance. Et donc, tu es dans ce truc-là où tu es dans une roue. Et en fait, cet échec, il te permet de prendre conscience que tu es finalement, en tant que dirigeant, 100% de ton temps concentré sur du comment, et t'en oublies complètement ton pourquoi. Et en fait, ce truc-là est une putain de gifle en te disant, mais en fait, c'est quoi ton pourquoi ? Moi, le mien, il était personnel. Et du coup, en fait, ça t'apprend à un truc que moi, c'est pas une qualité chez moi, c'est savoir dire non. Et à des moments, de te dire, mais pourquoi je le fais ? Et si ce truc-là, il va dans le sens de mon pourquoi, eh ben, on va continuer à le faire parce que ce pourquoi, c'est les valeurs de ma boîte, c'est les valeurs de mon projet, et c'est ce que je porte. Et donc, du coup, quand tu ressens ce pourquoi. Et la leçon aussi que je tire de cet échec, c'est qu'à un moment, dans cette roue d'hamster, tu l'oublies en fait. Et tu l'oublies, tu es dans un inconfort, tu n'es pas bien dans ta tête parce que Et en fait, tu as besoin un peu de sérénité. Et ça, c'est un vrai sujet quand tu essaies de monter un projet. Tu es en ébullition tout le temps quand tu es créatif. Et de retourner un truc un peu zen qui va bien, ben, ça fait du bien aussi. Et donc, du coup, l'échec, il te permet de revenir sur ça et de te recentrer un peu sur toi-même. Ouais. Et Pauline, toi qui as dans ton livre plusieurs personnes qui abordent leur échec dans tes interviews que tu as fait sur le podcast, est-ce que tu aurais une expérience d'un échec qui t'a marqué à nous partager ? Alors on en parlait, c'est comme tu sais quand on te dit quel est ton enfant préféré, c'est horrible. J'ai le droit d'en citer 3. Ouais, bien sûr. Ah, c'est trop dur. Alors le premier, je vais prendre le contre-pied, c'est Alain Prost, un pilote de Formule 1, extrêmement connu, qui a été champion du monde, donc considéré comme l'une des personnes les plus douées vraiment dans le milieu de la Formule 1. Okay. Mais en fait, si on fait le classement, ben, il est arrivé plus de fois 2e, 3e, 5e que premier. Okay. Est-ce que du coup, ça fait de lui un loser parce qu'il a plus perdu que gagné ? Mais non, parce qu'à chaque course où il était 5e, il était en train d'étudier ce qu'il aurait pu améliorer, ce qu'il avait bien fait, en train de se dire « Ok, en fait, j'ai adoré cette course, j'ai été excellent, j'ai fini 5e, mais je sais que j'ai été bon pour telle et telle raison. » Et donc, je trouve que c'est assez intéressant de shifter un peu notre regard sur la réussite aussi. Ouais. Ça, c'est le premier que je choisirais. Et puis, les 2 autres, ce sont 2 grands chefs. Ouais. Cédric Grolet et Hélène Darroze. Je trouve ça intéressant, le milieu de la cuisine, pour moi, c'est un peu comme le milieu du sport. C'est vraiment des sportifs de haut niveau qui sont derrière les fourneaux et qui remettent un peu leur titre en jeu tous les soirs, avec leur ceinture là, de boxeur un peu. Et Cédric, c'est un peu fou parce que le pauvre, il s'est tapé une honte, mais d'une violence inouïe. Il faisait un concours très prestigieux de chocolat à Paris. Il était jeune chef pâtissier. Ouais. Et avec son chalumeau, tenez-vous bien, sous le coup du stress, il a brûlé le rideau derrière lui. Ils ont dû évacuer la salle. Donc imaginez quand même la scène. Dans la salle, il y a toutes vos idoles, ok ? Et on va vous retenir comme le gars qui a brûlé le rideau. Oups. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a dit, tu feras jamais carrière. Bah non. Et puis dans les magazines, il y avait qui ? Il y avait ses copains. Mais lui, non. C'était la honte. Et il s'est dit, je vais jamais y arriver. Et à ce moment-là, justement comme toi, il s'est posé, il s'est dit, mais est-ce que ma vie, c'est les concours ? Non. Ma vie, moi, c'est la pâtisserie, c'est le bonheur que je procure aux gens. Et c'est pas grave, j'arrête les concours un temps, je prends un poste dans un petit établissement qui s'appelle le Meurice. C'est un petit établissement. Petit établissement. Et il a été 2 fois élu champion du monde de pâtisserie. Voilà, meilleur pâtissier au monde, ce qui est pas mal. Et puis enfin, plus court, parce que je vois que le temps défile, Hélène Darroze, moi en tout cas ça résonnait vachement en moi. On en parlait tout à l'heure dans l'atelier d'avant, les réseaux sociaux, les critiques. L'avis des gens à qui on n'a pas demandé son avis. Hein. Vous les voyez ceux-là ? Et elle s'est tapée un soir un critique gastronomique qui a écrit vraiment un texte abominable sur elle, presque à charge, si on lisait le papier. Et ça l'a bouleversée, elle a perdu sa confiance en elle, alors que pourtant, Hélène Darroze, quoi.
Et elle a l'une de ses amies qui lui a un peu secoué les puces en disant « Mais tu sais, demain, tu vas avoir un article dithyrambique sur le même plat que tu as proposé. Tu ne peux pas, c'est humainement impossible, vraiment, fédérer 100% des gens. Il y a des gens qui vont t'adorer, t'idolâtrer, et ils sont presque aussi dangereux que ceux qui vous détestent. Pourquoi ? Parce qu'on devient mou, en fait. Si on nous dit des trucs comme ça ne stimule pas à s'améliorer. On reste un peu là où on est, puisqu'on se sent bien. Et à l'inverse, des gens qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas votre tête, qui n'aiment pas votre voix, qu'importe, qui vont vous déglinguer. Mais en fait, ce qu'il faut garder, c'est vraiment ce petit truc à l'intérieur. Et je sais que si vous entreprenez, vous le ressentez, ce truc de « je crois que je sais que ça fonctionne et si moi ça me parle, je sais que ça parlera à d'autres personnes. Ouais. » Il y a des moments où il faut juste se focusser et continuer tout droit, quoi. Ouais. Donc voilà. Merci, c'est un très beau témoignage. Et alors, on entend souvent il faut avoir échoué une fois pour réussir après. Ça nous arrive de l'entendre. Moi aussi, Qu'est-ce que toi t'en penses et comment tu te sens aujourd'hui ? Est-ce que tu te sens différent maintenant que ça s'est passé ? Pour répondre à ta première question, je pense qu'il n'y a pas de parcours. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de parcours et que chacun doit vivre son processus. Souvent, on parle souvent des startups, tu vois, du projet innovant. Moi, j'ai autant d'admiration sur un plombier ou une femme au foyer ou dans son processus et de se dire quand même, finalement, l'échec, tu le vis tous les jours. Donc, je considère que ça fait partie de ton parcours d'apprentissage et qui fait que tu vas devoir vivre ses hauts et ses bas. C'est sûr que si tu entreprends et que tu penses que ça va être cool, ça va pas le faire. Ouais, mais d'un côté, tu vas vivre des hauts et des bas très forts. Et pour répondre à ta deuxième question, je suis convaincu qu'à un moment, c'est ce que tu as un peu dans le bide aussi de ce que tu fais dans ton projet, dans la croyance dans ce que tu fais en toi-même. Tu vois, tu as parlé vachement des critiques. Je pense qu'on a dû être la boîte la plus critiquée, mais des trucs les plus hardcore possibles, du genre menace de mort, tête de cochon devant le bureau. Non, mais on a eu la totale, parce que d'un côté, on était un peu hyper atypique dans l'univers du vin, on s'est fait crever les pneus des bagnoles, un truc bien sympa. Et de l'autre côté, on était assez discriminés en disant, mais vous, votre truc, c'est du jus de raisin, c'est pas du vin, vous n'avez pas de légitimité. Ouais. Et donc, du coup, ce truc-là fait qu'effectivement, t'es dans un truc où tu peux le prendre personnellement. Je pense que le vrai sujet, c'est aussi de se dire, prends-toi au sérieux, mais pas trop, en fait. Prendre les choses à cœur, c'est un sujet, mais pas tellement, parce qu'au final, moi, petite anecdote, quand je reçois des courriers un peu anonymes, un peu pas très cool, c'était ma femme qui ouvrait les courriers, elle était en panique. Donc, t'as percé, hein, parce que... sur le moment, j'étais pas cool. Et moi, je dis, mais putain, mais on vend du jus de raisin, quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas, c'était pas un truc, tu réalises pas, tu dis, mais il y a un truc que j'ai pas compris. On soigne pas des enfants, tu vois, on n'est pas dans un truc, on vend du jus de raisin. Et en fait, tu te rends compte que en fait, c'est pas si grave que ça, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est aussi de te dire que voilà, on fait les choses simples et que du coup, c'est pas bien important. Ouais, et je rebondis, on est vraiment le centre de son propre monde, donc on a l'impression évidemment tous que tout tourne autour de son propre échec et que tout le monde va te regarder dans la rue. Les gens, ils s'en foutent un peu, hein, et je pense que ça fait du bien de se rappeler que les gens ont leurs problèmes, ils vont peut-être tilter 2 secondes sur votre problème et puis ils vont passer à autre chose. Et surtout s'ils sont sur TikTok, l'attention dure 2 secondes 30. Donc ils feront ça sur votre échec, ok? Vraiment. Clairement. Et alors, est-ce que, Fatih, tu te sens différent maintenant que ça t'est arrivé? Ouais, clairement. Clairement, je pense que je me sens différent dans plusieurs sujets. Le premier, mon rapport aux autres. En fait, la violence du truc m'a fait prendre conscience que dans ma manière de communiquer, t'es un peu dans le speed, t'es tout le temps dans l'action, et donc tu prends même pas compte de ta façon de communiquer, et finalement tu peux être blessant ou heurtant avec tes collaborateurs, avec des partenaires, avec des prestataires, et en fait tu t'en rends même plus compte. Donc ça, en fait, le choc m'a permis de prendre conscience qu'il fallait qu'à un moment donné, dans ma com, je sois un peu plus apaisé, parce que t'es dans un truc un peu... Et le deuxième truc qui m'a changé, ça m'a renforcé dans la capacité de me dire que ce que font des entrepreneurs, des boîtes qui démarrent, des consultants dans le service ou dans peu importe, ce qu'on fait, des grands groupes ne savent pas le faire. Et que c'est une vraie force, c'est de se dire qu'on a cette agilité, on a cette force-là, et que du coup, on est dans le vrai, on est peut-être demain dans cette démarche de croissance. Et donc, du coup, ça m'a renforcé dans ma posture d'entrepreneur en me disant, je suis un dirigeant finalement, j'ai créé quelque chose et du coup, il faut maintenant qu'on le partage. Voilà. Ouais, merci. Et Pauline, petite question sur l'échec. Toi qui es master 2 du fail, du bid, de l'échec, quand tu m'as invitée dans ton podcast, tu m'as dit, par contre, il faut que tu trouves un échec et que tu m'en parles. Et moi, je me souviens que je t'ai dit, mais en fait, je sais pas, j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment vécu un échec, j'en sais rien.
Pour la petite anecdote, ce que je lui ai raconté, c'est que nous, quand on a lancé notre premier déodorant, c'est un produit avec lequel on s'est fait connaître, qui a plu à beaucoup de personnes. On en a vendu 2 millions, ça a été complètement dingue. Mais on a 30% des consommateurs qui l'avaient reçu à la suite de notre crowdfunding qui le trouvaient pas assez efficace et qui m'écrivaient et qui me disaient ton produit n'est pas assez efficace, c'est de la merde, c'est nul. Bon, il y avait des critiques très constructives et des critiques très haineuses, ciblées. Et en fait, nous, on a pris ça comme une leçon. Voilà, et en fait, on a été chercher les personnes qui n'aimaient pas notre premier déo pour travailler avec elles et lancer un nouveau déodorant qui est devenu aujourd'hui, je vous en parlais tout à l'heure, un qui se vend chaque minute, qui est devenu un best-seller, le déo-stick que tu portes. Ouais. Grande ambassadrice. Elle me l'avait offert et maintenant je suis foutue. Bon, voilà, donc on a réussi. Et ma mère préfère ton premier, tu vois. Ah, voilà, donc comme quoi, ça dépend vraiment des personnes. Mais du coup, ma question, c'est, en fait, c'est quoi vraiment un échec ? Est-ce que tu as une manière de définir ce qu'est l'échec et les différents niveaux, j'imagine. Ok, waouh. Thèse, antithèse, synthèse. C'est clair. Alors, déjà, j'aimerais reparler de ce que tu viens de dire. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus génial que quand on est honnête comme toi, parce qu'on a envie d'adhérer encore plus. Tu vois, il y a rien de plus chouette au monde que quelqu'un qui dit bah ouais, c'était pas parfait et justement j'ai cherché à. Moi, je trouve que c'est génial et c'est vraiment tout à ton honneur. Et la preuve, c'est que maintenant, je soutiens. Yes. Et la deuxième chose, pour moi, la seule chose qui soit réellement un échec, et donc pas une leçon, c'est de ne pas faire. C'est de s'arrêter. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on transforme la chose en travaillant sur soi, en travaillant sur son rapport aux autres, en grandissant, en fait, pour moi, c'est absolument pas un échec, c'est plutôt une péripétie sur le chemin, quoi. Ouais. Voilà. Et le seul truc, peut-être le truc le plus dramatique qui soit, c'est la peur d'échouer et donc de ne pas faire. Parce que quand on ne fait pas, on ne saura jamais. Et ça, c'est terrible et ça me frustre quand j'entends de bonnes idées et des gens qui n'osent pas se lancer. Donc pour moi, c'est le seul échec qui existe, quoi. Exactement. Donc finalement, l'art d'échouer, mais l'art d'apprendre surtout. Ouais, c'est ça, exactement, de rebondir, tout ça, quoi. Merci. On va passer aux questions du public, des réseaux. Super. À toi. Alors, je crois qu'on t'amène un micro. Merci pour ta réactivité. C'est là. Hop. Waouh. Waouh, c'est marrant, saut de biche. Merci. Bonjour, merci pour l'atelier. Je voulais rebondir sur la dernière question, en fait, sur la définition de l'échec. Parce que c'est vrai, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas très souvent. On parle souvent de la culture de l'échec, qui n'est pas forcément admise en France et compagnie. Et en fait, je voulais spécifier, détailler la question sur... depuis pas mal d'années, on observe un changement sur les enjeux du XXIe siècle, sur le bien-être, sur le vivre ensemble, sur l'impact social, sur les valeurs qu'on veut porter. Et quand j'entends parler d'échecs, c'est souvent sur la banqueroute, sur on n'a pas réussi à trouver de clients, et aussi en fait sur l'impact qu'on veut avoir. Et quel conseil vous auriez sur des entrepreneurs qui veulent se lancer sur ces créneaux-là et qui ont peut-être peur d'échouer, de ne pas avoir l'impact suffisant? Je me permets. Bien sûr. Oui, au contraire. Je pense que sur la partie d'échec, je suis convaincu que dans le parcours que tu entreprends, ma définition à moi de l'échec, c'est de te remettre sur le bon chemin, en fait. Donc, il y a des moments donnés où tu te perds et ça te permet de te réorienter sur la bonne route, à condition de l'accepter, ça c'est un vrai sujet, ou pas. Pour répondre à la question, l'échec, il se traduit par plein de sujets. Tu peux très bien avoir un rapport... une réussite professionnelle, moi je peux te donner mon exemple parfait, on était en hyper-croissance, plus 80, on ouvrait 41 pays dans le monde, je ne voyais pas mes gosses. Tu vois, pour moi, ça c'est un vrai échec. Tu vois, et donc à un moment, tu te dis, dans quelle mesure? Tu vois, à un moment donné, là on a ouvert, un de nos projets, c'est de créer le premier château sans alcool au monde. On a plus d'1 million de gens qui viennent nous voir, qui viennent sur notre site, et on se disait, mais tiens, c'est quand même assez naze de faire recevoir des gens dans un garage, quoi. Parce que à la base, c'est une start-up, tu vois. Et donc, on a décidé de créer un château où on va ouvrir en fait le château à des millions de gens pour découvrir à la fois la culture viticole. Et bien, tu vois, typiquement, ce projet-là, qui est un super projet, qui est canon, il y a 15 jours, on l'a remis en question comme une certaine forme d'échec parce qu'on n'avait pas intégré l'aspect environnemental. Et tu vois, et d'une certaine manière, on s'est dit, mais tiens, on a pensé à tout, à dégustation, des accords aimés, parcours dans les vignes, mais à quel moment on parle de l'impact environnemental? Et tu vois, et donc du coup, je pense qu'à un moment...
moi, j'ai la chance de bosser, tu vois, beaucoup à l'international. Et il y a ce que j'appelle le mindset un peu franco-français, qui on a tendance à s'auto-flageller, quoi. C'est-à-dire échec, on est naze dans tout. Non, c'est juste d'accepter la courbe de croissance et surtout d'accepter le temps. Et cette notion d'échec, moi, je la mets en parallèle avec notamment les fonds d'investissement. Et ça, c'est un peu mon coup de gueule. Quand aujourd'hui, tu as un modèle de fonds d'investissement sur les startups qui est de te dire, les gars, on va investir chez vous, on est en hyper-croissance, l'objectif, c'est du TRI. En fait, sous-jacent, c'est un peu ça. TRI, c'est des multiples en sortie. Et donc, du coup, toi, tu es dans un truc d'accélération, quoi. Alors que la vraie question de fond, c'est quoi aujourd'hui la startup ? Est-ce que c'est un modèle d'accélération ? Est-ce que c'est un modèle d'EBE ? Ou est-ce que c'est un modèle, finalement, d'équilibre bien-être avec des engagements derrière ça ? Et donc, du coup, d'une certaine manière, on te dit que tu as 9 startups sur 10 qui crament, mais elles crament parce qu'à un moment donné, les mecs qui rentrent avec toi au capital de ta boîte dès le départ, ils t'emmènent dans la banqueroute. Et je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, cite-moi une start-up industrielle ou qui vient de démarrer depuis 1 ou 2 ans, à qui on va financer des usines. Il n'y en a pas. Tu n'as pas de gens qui vont dire, tiens, on va financer ce qu'on appelle des fonds patients. Et donc, je pense que l'échec, il est aussi à mettre en parallèle avec la notion de patience. Et de se dire qu'à un moment donné, soit tu as la capacité à un moment donné, toi, à titre d'entrepreneur et dans ton organisation, d'inculquer cette patience en disant, les gars, ok, on a fait une connerie, ok, on n'a pas vu ce paramètre, mais on va essayer de rectifier le tir, exactement ce que tu as fait. Soit tu te dis, en fait, on est les plus gros nazes et on passe à autre chose parce que vous n'avez pas le TRI, vous n'avez pas l'hypercroissance, donc on vend. Et donc la question de qui tu fais venir avec toi dès le départ, c'est une putain de question. Et c'est vrai, c'est une putain de question. C'est de se dire qu'à un moment donné, souvent tu dis les startups, elles sont échecs parce que les mecs, ils t'emmènent. Et je rappelle que quand tu démarres une boîte, tu es quand même un apprenti. Tu prends les conseils de tierces, de gens qui ont mieux réussi que toi et qui ont investi dans plein de boîtes. Et donc, du coup, tu suis ce chemin-là. Donc, cet échec-là, pour moi, il se traduit par plein mal de facteurs. Et je mets vraiment cet alerteur sur avec qui tu démarres au démarrage parce que des fois, tu te rends compte après que les valeurs ne sont pas alignées. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a le temps pour une deuxième question ? Oui. Ouais, waouh. Il y en a une juste ici, derrière le timer. Ah, il y en a une au fond aussi. Si vous faites vite, on arrivera à faire les deux. Allez. Ah, bon, désolé. Merci. Désolé pour l'autre question. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre, ça va être très, très simple ma question. On parle de l'erreur en termes d'investissement, de recherche de fonds, aussi des fois sur du commercial, comme l'a dit la personne juste avant moi. On parle aussi du problème de l'association, dont se mettent avec quelqu'un d'autre, parfois plusieurs autres personnes, pour qu'un projet réussisse. Est-ce que des fois c'est aussi un déterminant pour l'échec ? C'est une question un peu ouverte, parce que moi je suis tout seul, j'ai une grande ambition avec ma boîte, je ne pourrais pas le faire tout seul, et j'ai peur de ne pas réussir en m'associant avec une mauvaise personne. Est-ce que vous avez des conseils ou des... Je comprends. Non. Ou alors toi, juste. C'est intéressant. Moi, j'ai une vision très précise de la question, c'est de se dire, je pense que tu fais rien tout seul. C'est mon avis à moi. Je pense que tu fais rien tout seul et que sans organisation, tu n'y arrives pas. Une boîte, c'est un nom, c'est pas un fondateur, c'est des organisations. Et donc, du coup, la question de l'organisation dès le départ, dans ce que tu veux mettre en place, voilà. La notion de valeur, elle est hyper importante. C'est un sujet que je trouve qu'on ne travaille pas assez dès le départ. Donc, c'est quoi mes valeurs ? Et donc, du coup, comment tu construis sur tes valeurs les partenariats avec qui tu vas pouvoir bosser ? Et ensuite, la vision long terme. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais que tu vas vivre des secousses. Et puis, il faut aussi accepter qu'il y a des moments où tu t'associes avec des personnes et puis des moments qui décident de faire autre chose. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait... entre le moment où on te propose quelque chose et dans 5 ans, tu auras peut-être d'autres enjeux, tu vois. Et donc, du coup, la façon de penser d'aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'avais hier, ce ne sera pas celle de demain. Donc aussi, il faut accepter que chacun a son parcours et d'être aligné avec son projet. Donc, je considère aujourd'hui que l'association ou l'actionnariat ou des investisseurs ou tierces, c'est un sujet qui est purement personnel. Il y en a qui veulent être tout seuls, il y en a qui veulent s'entourer, mais je suis convaincu que si à un moment donné, tu veux grandir et te développer, la notion d'organisation, elle est importante. On va recevoir juste après un exemple de Carole, justement, de June, Merci. Qui est toute seule, enfin qui n'a pas d'associé, qui s'est lancée seule fondatrice. Et moi, plutôt, ma réponse, ce serait... moi, je me suis lancée aussi grâce à Thomas. Je ne me serais pas lancée seule. Par contre, avant de signer le pacte d'associés, on a passé quasiment 10 mois à travailler ensemble et à aller courir ensemble, à déjeuner ensemble, à passer énormément de temps ensemble pour s'assurer qu'on fitait. Et qu'en fait, on n'allait pas s'embrouiller pour n'importe quoi et juste s'assurer qu'on était alignés sur les mêmes valeurs qui sont, une des valeurs principales, c'est l'honnêteté. T'en parles en plus tout à l'heure, moi, avec ma boîte, mais c'est vraiment d'être capable de tout se dire et de communiquer parce qu'il faut qu'il n'y ait aucune friction entre lui et moi parce qu'il faut qu'on avance et qu'on fasse la stratégie, quoi. Du coup, je pense qu'on n'a pas le temps pour la deuxième question. Ah si, il y a le micro dans les mains.
A priori, Oui, si, oui. on m'a dit que oui. Ok, c'est bon. Bonjour et merci beaucoup pour cet atelier. Alors, ma question va faire un peu référence aux 2 dernières thématiques qui ont été abordées. Est-ce que vous ne pensez pas justement que dans certains cas, le processus de levée de fonds peut être une cause de l'échec? Je m'explique. J'interagis pas mal avec l'écosystème startup, j'ai pas mal d'amis qui ont monté des boîtes là-dedans. J'ai l'impression parfois que les fonds d'investissement s'intéressent surtout à la rentabilité. Et d'ailleurs, ça a été mentionné par l'un des intervenants. Ça peut parfois dénaturer le modèle économique et faire partir les entrepreneurs sur une piste qu'ils n'avaient pas forcément voulu ou souhaité à la base. Et question sous-jacente qui est un corollaire, hein, est-ce que vous ne pensez pas aussi, avec le contexte économique actuel, que finalement on va avoir un peu un retour aux fondamentaux avec un peu les bootstrappers, hein, donc ces boîtes qui arrivent à s'autofinancer, à lancer des produits et des solutions et des innovations en autofinançant ou avec des subventions, enfin en tout cas en échappant un petit peu aux problèmes que peuvent parfois occasionner le financement privé avec des capitaux de certains fonds d'investissement. Voilà, c'est mes 2 questions. Je vais essayer de répondre parce que j'ai fait plusieurs levées de fonds. Je pense que les fonds d'investissement, les business angels, ne sont pas la cause du problème. Je pense réellement que ce n'est pas le sujet. Je pense qu'il y a déjà une culture, hein. Tu l'as cité, tu vas y aller il y a peut-être 10 ans en arrière. Tu étais une boîte dans les services, tu avais été salarié, tu démarrais en autofinancement et tu étais en EBE positif. EBE, excellent bruit d'exploitation. Donc tu n'avais pas besoin de faire des levées, tu n'avais jamais fait des levées, et finalement ta boîte, mais tu n'étais pas considéré comme une start-up. Je suis exactement dans ce cas-là aujourd'hui. Et en fait, c'est juste une question de modèle économique. Et là où je te rejoins, c'est de se dire, c'est quoi aujourd'hui une levée de fonds? On parle de fonds d'investissement, on parle de love money, on parle de banque. Et tu vois, par exemple, tu veux monter une usine, tu n'es pas obligé de faire appel à des investisseurs en fonds, tu peux faire appel à des financiers. Et donc, du coup, l'indicateur clé, qui était historiquement le top line, le chiffre d'affaires, je suis convaincu que dans les années à venir, l'indicateur clé sera le BE. Et donc, à partir du moment où tu prouves que tu as le BE, parce que systématiquement, quand tu es en levée de fonds, les investisseurs te disent, est-ce que vous êtes en seed, est-ce que vous êtes en cap dev? Voilà, c'est un peu ça. Donc, tu fais X euros de chiffre d'affaires, mais tu es un peu en seed, et si tu fais plus, c'est quoi ta preuve de marché? Et la question fondamentale qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que la preuve de marché, c'est pas le BE? Et c'est une vraie question, parce qu'à un moment donné, quand tu génères du top line et de l'excellent but d'exploitation, ben, tu peux aller chercher du financement. Alors ça ne s'appellera pas fonds, venture, je ne sais pas quoi, mais tu peux démarrer comme ça. Et après, il y a un deuxième élément qui est de se dire, je pense qu'on se ment en communiquant sur oh, on a levé tant de trucs. Je suis la preuve concrète de ça. Moi, je t'ai valorisé 106 millions. Si tu m'avais dit il y a 5 ans que Petit Béret serait valorisé 106 millions, petit mec là, de Béziers, de province, de village people, là, en garage, tu vois. Non, mais c'est ça. C'est notre question. Les mecs de village, on serait venus nous chercher. Et te dire qu'on aurait valorisé 106 millions, je te jure, je ne t'aurais jamais cru. Mais pour le coup, en 24 heures, j'ai fait cessation. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, que la valo, c'est une valo, et que je pense que le sujet clé en France pour les entrepreneurs, c'est comment tu vas créer des emplois, et tu crées des emplois effectivement en levant des fonds, en faisant de l'EBE, et surtout comment tu crées de la croissance, et comment tu contribues à la société. Parce que lever 100 millions et excuse-moi du terme, niquer la planète, est-ce que c'est un vrai sujet? Donc à un moment, il faut aussi mettre en corrélation par rapport à la notion d'échec, le projet, et je pense que dans les années à venir, la crise qu'on a vécue, Covid et ce qui se passe aujourd'hui, remettent en question les notions de financement, et puis après, j'encourage aussi les entrepreneurs à sortir de France. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont un modèle d'investissement beaucoup plus simple, qui ne se posent pas 1 milliard de questions comme on se pose en France, et qui se disent « Putain, mais ton projet, il est canon, j'y crois, allez, j'y vais avec toi, combien il faut ?» Et ça, c'est la vraie leçon que j'ai tirée, c'est de se dire on est franco-français dans notre approche de venture, et peut-être qu'il faut sortir, parce qu'on a tendance à se dévaloriser nos projets en France, alors que paradoxalement, à l'international, on sait valoriser l'innovation et les projets entrepreneuriaux. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est purement une culture d'entrepreneur, et c'est toi qui va faire, en fait, si tu vas réussir ton projet ou pas. Merci beaucoup. Merci Fatih. Désolée. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite.